Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés. Comme d'habitude, j'ai comme invité Charles Gave. Bonjour Charles. Sauf qu'il se met à faire chaud, j'ai pas de veste. Oui, il se met à faire chaud, on a tombé la veste, il y a plus rien, on est bientôt à poil. C'est-à-dire que lui, il montre ses muscles et moi, je montre mon ventre. Non mais c'est parce que, en fait, j'ai un problème, c'est que mes chemises qui autrefois m'allaient plutôt bien, aujourd'hui sont extrêmement serrées. Je connais ça par cœur, c'est les textiles modernes qui rétrécissent. Alors, moi je vois ça avec tous mes costumes, et les costumes que je mettais sans problème il y a 10 ans, ils ont rétréci tous. Est-ce que c'est pas juste qu'on a grossi aussi? C'est possible, hein. C'est une hypothèse que j'avais pas envisagée, mais qui est pas complètement impossible. C'est une hypothèse. Moi, depuis un an, j'ai pris 10 kilos. Bon, voilà, forcément, ça y est pas pour rien, je pense. Oui, moi, si vous voulez... Non, c'est la faute des textiles. Je suis toujours aussi beau qu'autrefois. C'est la faute de Macron. Non, voilà. Voilà, on se met d'accord, c'est la faute. Il en fait des mauvais textes. C'est la faute de Macron. C'est un complot d'ailleurs de Bruno Le Maire. C'est pour ça qu'il met des cols roulés. C'est parce qu'il veut absolument niquer l'entreprise textile sur les chemises. L'entreprise française. Voilà, il veut absolument subventionner les cols roulés. Il veut faire faillite, faire la faillite des chemises. Hein, mais en même temps, l'école roulée, c'est une saloperie pour les vendeurs de cravates, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, c'est vrai. Mais il faut que tous les vendeurs de cravates votent contre M. Macron et M. Le Maire. Mais moi aussi, j'ai ce problème par rapport à la cravate, c'est que justement, comme j'arrive plus à faire mes chemises, les cravates, c'est un peu désuet, quoi. C'est un peu compliqué. Moi, j'avais un vieil ami quand je jouais au tennis beaucoup. Je me plaignais de prendre un peu de poids quand j'avais 30 ans. Il m'avait dit, Charles, à partir de 30 ans, il faut choisir où on est beau, ou on est maigre. J'ai choisi d'être beau. Je peux comprendre. Alors, au début de cette émission, je voulais parler d'une nouvelle qui nous est parvenue hier. Donc, Ron DeSantis, le gouverneur de l'État de Floride aux États-Unis, annonce sa candidature. Alors, pour l'instant, c'est le deuxième candidat républicain. Et à mon avis, il n'y en aura pas vraiment d'autres à part lui ou Trump qui arriveront à faire quelque chose dans cette primaire. Je pense que vraiment c'est les deux candidats qu'il va falloir suivre. Donc, alors il nous a fait un truc un petit peu bizarre, Ron DeSantis. Il nous a fait une annonce de candidature sur un space Twitter. Alors vous savez peut-être pas ce que c'est, mais en gros c'est pas bien compliqué. Hein. C'est comme sur YouTube, on a des directs, on peut faire des émissions en direct. Et sur Twitter, on peut faire, alors non pas des vidéos, mais on peut faire des audios en direct, un peu en style radio libre. Voilà, donc c'est assez intéressant. Il nous en a fait. Et pourquoi on fait pas ça nous? On pourrait le faire, pourquoi pas, on pourrait s'y mettre, hein. Pourquoi pas, dans l'absolu, hein. On pourrait faire des trucs en direct? Oui. Avec les gens qui nous posent des questions? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez simple, hein, comment ça fonctionne. On a des gens qui demandent à être non seulement auditeurs, mais aussi à pouvoir peut-être rentrer dans ce qu'on appelle donc le space, l'espace Twitter. Et ensuite, alors on peut réguler la parole, comme ça, on a un maître du jeu, en quelque sorte, qui régule la parole. Donc ça peut tout à fait se faire, et comme c'est en audio, c'est pas très compliqué à faire. Suffit c'est un audio seulement. C'est un audio seulement sur Twitter. Mais après, on peut quand même retransmettre des vidéos en direct sur Twitter, mais ce format en particulier, c'est purement audio. D'accord. Et donc il a fait ça, et d'ailleurs c'était organisé par Elon Musk directement, donc forcément il y avait beaucoup de gens. Alors. Le problème, c'est que je pense qu'il y avait des soucis de connexion, je pense, du côté de Ron DeSantis. Soit il y avait des problèmes de connexion, soit il n'arrivait pas à se servir de son téléphone, ou je sais pas sur quoi il était. Mais du coup, ça fait un peu un flop, parce que justement, en voulant faire sa candidature avec ce format, il voulait se montrer, je pense, assez moderne, proche des nouvelles technologies, etc., avec le côté en plus Elon Musk, intelligence artificielle, tout ça. Et en fait, ça a fait un peu un flop, parce que justement, ça montrait le mec qui arrivait pas à se servir de son téléphone, quoi. Sur quel bouton je dois appuyer, quoi. Voilà, donc c'est candidature un peu foireuse jusque-là, faut le reconnaître, et du coup beaucoup de gens l'ont moqué, que ce soit du côté du Parti démocrate, ou que ce soit du côté justement des partisans de Trump, hein, voilà, forcément. Quand vous faites un truc nouveau et que vous êtes candidat à quelque chose, c'est pas la peine de se planter, hein. Ouais.
Ça me rappelle mes cours de physique où il y avait le professeur qui disait alors je vais mettre ce truc-là et ça va devenir bleu. Il le mettait, ça devenait tout rouge. Le prestige résiste pas à des coups comme ça. Ouais, c'est sûr. Donc ouais, un peu compliqué. Je sais pas si c'est une bonne idée en tout cas de sa part de faire une candidature vraiment orientée sur les réseaux sociaux. Et je sais pas ce que vous en pensez. Alors pour l'instant, faut savoir que du côté de l'électorat républicain, alors les forces en présence sont les suivantes, c'est-à-dire que 53% des républicains préfèrent Trump comme premier choix, et contre 26%, donc environ la moitié, qui se disent plutôt préférer DeSantis. Alors cependant, j'ai trouvé que c'était un chiffre aussi intéressant. Il y a 85% d'entre eux, donc des républicains, qui se disent prêts à voter Trump ou DeSantis. Donc l'essentiel de la base serait prête quand même à voter pour l'un des deux. Alors je comprends pas très bien. Vous voulez dire qu'il y en a 15% qui veulent voter ni pour l'un ni pour l'autre? Voilà. Bah, ils sont républicains. Après, peut-être qu'ils changeront d'avis, hein, c'est possible. Non, mais je veux dire, c'est curieux, quoi, qu'il y a 15% des gars qui... ils doivent être démocrates, ceux-là, non? Bah, à mon avis, ça doit être justement c'est du républicain new-yorkais, ça. Oui, ça doit être un peu ça. Ça va être ça va être ceux qui étaient plutôt pour la ligne Bush, tout ça. Oui, c'est ce qu'on appelle les rhinos. Voilà, les rhinos. Donc les Republican in name only. Exactement. Donc toute cette caste des républicains qui était très en place dans les années Bush. Country Club Republican, les républicains du golf, quoi. Voilà, enfin, c'est ceux ça. qui jouent au golf. Mais d'ailleurs, c'est tous ceux qui ont appelé à voter pour Joe Biden en 2020. Hein. Oui, c'est George Bush fils, c'est Dick Cheney, c'est tout cela, quoi. Hein. Le sénateur de l'Utah, là, comment il s'appelait, qui était candidat lui aussi. Oui, je sais plus. Je l'ai plus. Mais enfin, voilà, je pense que ça me paraît pas complètement dingue d'imaginer qu'il y a peut-être 10-15% des républicains qui sont plutôt dans cette base-là, et donc qui n'apprécient ni Trump ni DeSantis. Maintenant, peut-être aussi que le jour du vote, ils se diront, bah finalement, je préfère quand même voter républicain. Je veux dire, ma première impression, vue de loin dans le brouillard, parce que je suis loin d'être un spécialiste des choses, c'est qu'il faut que Trump et DeSantis fassent semblant d'être très fâchés l'un contre l'autre, et qu'ensuite que Trump, si c'est lui qui gagne, prenne DeSantis comme son vice-président. Ouais. Et comme le problème est résolu à ce moment-là, parce que lui, il peut faire qu'un mandat. Donc ensuite, oui. Donc moi, il me semble qu'il est bon qu'il fasse semblant d'être fâché, mais à mon avis, c'est le genre de fâchitude qui va pas durer, quoi. Bah écoutez, je sais pas, en tout cas, ça me paraîtrait normal, quoi. Je peux pas sonder. Ils sont tous les deux en Floride, ils peuvent se parler. Hein. Oui, c'est clair que oui, Trump vit quand même en Floride, donc il est bien content d'avoir DeSantis visiblement comme gouverneur. Donc c'est sûr, il peut pas non plus lui taper dessus de manière excessive. La seule chose à faire pour le républicain, quand même, qu'on le veuille ou non, c'est de reprendre le contrôle du ministère de la Justice. Oui. Comme l'a montré le rapport Durham, qui montre bien que le ministère de la Justice, le FBI, la CIA sont tombés sous le contrôle des démocrates et qui gouvernent, que les actions de la justice sont menées contre les ennemis des démocrates et pas contre les criminels, quoi. Oui, c'est ça. Et alors pour moi, c'est justement là que peut-être va se faire la différence d'orientation des campagnes. C'est-à-dire que je pense que, mais peut-être que je me trompe, mais je pense que Trump va faire une campagne un peu comme en 2016, mais où il devra montrer que cette fois-ci il est beaucoup plus prêt qu'à l'époque. Oui, qui est vraiment une campagne anti-système, c'est-à-dire voilà, dégager l'État profond, le ministère de la Justice, tout ça, et les mettre en prison. Parce que les Clinton, tout ça, ça doit aller en prison. Hein. C'est ça. Et donc un discours vraiment très très virulent sur l'État profond, sur tout ce que. Mais en plus de ça, je veux dire, il devra vraiment avoir l'air très crédible parce que déjà il tapait juste en 2016, mais il n'a pas vraiment réussi à dégager l'État profond. Et même on s'est rendu compte. Il n'a pas pu, à peine il était au pouvoir, que le lendemain il y avait déjà le truc sur la Russie qui lui arrivait sur le dos. Mais il ne s'attendait pas à ça, quoi. Il s'est fait avoir. Voilà, il s'est fait avoir, donc il s'est attaqué à un ennemi qu'il croyait peut-être plus faible que ce qu'il était réellement. Non, mais il peut s'attaquer à un ennemi dont il pensait qu'il jouait selon les règles de la démocratie, quand même. Tandis que là, il est tombé sur des gars qui ont respecté aucune des règles. C'est ce que dit le rapport de Durham. Donc, vous voulez, c'était extraordinaire. Alors que le FBI, il savait depuis le début que tout ce qu'il y avait dans les dossiers contre Trump, c'était complètement vide. Ils l'ont quand même fait brère pendant 3 ans, quoi. Ouais.
Oui, complètement. Et ça peut peut-être même continuer encore là pendant la campagne. Pendant la campagne, ils vont continuer à essayer. Mais bon, plus ils essayent, plus ça risque de faire du bien à Trump. C'est ça qui est effrayant. Bah, c'est ça. C'est que là, l'autre jour, il a été justement condamné dans son histoire là, de cul, là, mais tout le monde s'en fiche. Hein. Donc voilà, je pense que Trump va vraiment faire une campagne qui va s'axer là-dessus, alors que DeSantis va sûrement moins en parler, même si je pense qu'il est très conscient de ce problème-là. Mais je pense qu'il va un peu moins en parler, qu'il va surtout faire une candidature anti-woke. Parce que c'est exactement ce qu'il fait actuellement en Floride. Alors je peux peut-être faire un petit résumé de ce qu'il a fait en Floride par rapport à ça. Alors déjà, il s'était beaucoup fait connaître en 2020 hein, face au Covid, où il avait vraiment fait des restrictions beaucoup plus légères que dans les autres États, et pourtant sans avoir vraiment de surplus de morts par rapport à d'autres États. Je pense notamment à l'État de New York, où il y a eu plus de morts par rapport au nombre d'habitants, alors même que la Floride, c'est un peu comme les Alpes-Maritimes ou le Var, c'est l'État aux États-Unis où il y a le plus de retraités en termes de pourcentage. Oui, mais ce sont des retraités qui ont les moyens de vivre chez eux. Oui. C'est pas des retraités comme il y en avait à New York qui vivent dans des EHPAD. Et donc, ce qui avait d'effrayant dans ce qui s'est passé à New York, c'est que le gouverneur de New York avait dit les gars qui sont dans les hôpitaux, qui sont vieux, qui sont dans les EHPAD, s'ils attrapent le Covid, enfin s'ils ont le Covid, vous le renvoyez dans l'EHPAD. Oui. De façon à être certain de tuer tout le monde. Et ce qui était un petit peu, ce qui a fait un petit peu désordre une fois que ça s'est su, quoi. Ouais, c'est clair. Donc là, les Florides, c'est ce que c'est, mais c'est un endroit où il y a beaucoup de vieux, mais ils ont suffisamment de moyens en général pour avoir leur appartement à eux et pour vivre indépendamment, quoi. Ouais. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de maisons de retraite en Floride. C'est une bonne question, je ne la connais pas. Oui, et puis peut-être que, disons, c'est sûr que par rapport au virus, ils ont peut-être plus la place aussi, personnellement, Oh, oui, bien sûr. De vivre, forcément, ça a un effet là-dessus. Enfin bref, du coup, il a eu plutôt des chiffres encourageants, même s'il a été très libéral. Et en plus de ça, ça a permis aussi... Je vous arrête tout de suite. Allez-y. Comme vous dites, même s'il était libéral, c'est parce qu'il a été libéral, parce qu'il a laissé les gens avoir leur responsabilité individuelle, qu'il y a eu moins de morts. C'est quand vous n'êtes pas libéral que vous créez des morts partout, en forçant les gens à aller dans des endroits tous ensemble, en leur donnant des médicaments qu'ils veulent pas prendre et tout. Oui. Donc quand vous faites un point de vue sémantique, c'est ne dites pas que ça réussit bien que ce soit libéral. Ça réussit parce que c'était libéral. Voilà, c'est un petit détail. Oui, bien sûr. Je dis ça parce que justement, le discours ambiant, c'est de dire si on laisse faire tout le monde, on va avoir plein de morts. Et ce qu'il faut faire, c'est justement apprendre à tout le monde comment il faut vivre. Tout le monde dans un stalag et tout le monde voilà, c'est ça. Donc je prenais un peu le contre-pied du discours dominant par rapport à ça, quoi. D'ailleurs, il a même demandé à la Cour suprême de Floride en 2022 d'enquêter sur les effets secondaires des vaccins contre le Covid. Il a fait un contre CDC aussi qui était justement plus libéral sur ces questions-là. En juin 2021, il approuve une loi qui oblige les étudiants et les professeurs à déclarer leurs opinions politiques donc dans les universités, donc dans le but de limiter l'endoctrinement. Bon alors, pour ce qui est des étudiants, c'est peut-être pas forcément très pertinent, mais les professeurs, je trouve ça intéressant parce que aux États-Unis, 97% des professeurs d'université environ qui sont démocrates. Donc c'est quand même un problème par rapport à l'endoctrinement. En 2022, il signe une loi aussi qui a été donc surnommée la loi Don't Say Gay par les démocrates. Et en fait, c'est une loi qui interdit tout simplement d'enseigner les sujets en lien avec les questions d'orientation sexuelle jusqu'à l'âge de 9 ans. Donc il faut bien se rendre compte quand même que les démocrates étaient pour enseigner ces questions-là. Il y a des bouquins qui ont été publiés. J'ai vu un truc qui était rigolo comme tout, d'un pasteur qui était noir et qui, dans la télévision américaine, dans une réunion de collège, lisait le livre qu'on destinait aux enfants de 4 ou 5 ans sur la sexualité. Ouais. Il le lisait donc au board qui était là, et le président du board lui a donné l'ordre d'arrêter parce que c'était tellement dégueulasse qu'il trouvait qu'on ne pouvait pas le dire en public. Ouais. Le pasteur lui a dit, écoutez, c'est ce qu'on apprend aux enfants de 4-5 ans, et vous voulez pas que je vous le lise à vous, qui êtes responsable de ça, parce que vous trouvez ça trop dégueulasse. Mais alors, si c'est trop dégueulasse pour un jury comme ça, là, qu'est-ce que vous avez à raconter à nos enfants? Foutez-leur bien la paix, quoi. Bien sûr. Moi, je passe mon temps à dire que jusqu'à 12 ans, j'ai connu un truc génial qui était la paix d'essence. Ça m'emmerdait pas. Bah oui. Et depuis, ça peut arrêter de m'emmerder. Oui. On va m'emmerder, j'exagère. Je trouve même cette loi très minimaliste parce que c'est jusqu'à 9 ans. Franchement, il aurait pu faire jusqu'à 12-13 ans. Voilà, 12-13 ans, peut-être dans les pays du Sud, c'est un peu plus tôt, mais je veux dire, mais qu'on foute bien, là. Il y a une époque qui apparaît, j'avais lu un livre quand j'étais jeune, je ne me souviens plus de son titre qui se passait. C'était un petit garçon et une petite fille qui vivaient dans une île. C'était un livre merveilleux. Je ne sais plus qui c'était, jamais retrouvé.
et qui vivaient donc de 3 à 4 ans jusqu'à 10 ans ensemble, quoi. Et c'était le paradis terrestre. Mais c'était décrivait les relations entre ce petit garçon et cette petite fille qui vivaient dans une île où dans le fond il y avait les parents, mais on les voyait pas souvent. Et je me suis toujours dit, mais c'est vrai que de 0 à 10 ans, si on vit dans un endroit agréable, c'est le paradis terrestre, quoi, c'est le pied. Oui, et après commencent les emmerdements, mais... Et en plus, à chaque fois, c'est quand même un peu étrange. À chaque fois, les associations qui vont dans les écoles, justement, pour parler de ces trucs-là, très souvent, c'est soit des drag queens, soit des transsexuels. Je me dis, bon, c'est un peu perturbant quand même que ce soit à chaque fois ce genre de personne qui va se charger de ce genre de discours pour des enfants, quoi. Et puis, si j'ose dire, enfin, je sais pas, mais quand on avait 7, 8, 9 ans, on savait très bien qu'il était un garçon et une fille, quoi. Il n'y avait pas de... Donc si on commence à introduire le doute, est-ce que je suis un garçon, est-ce que je suis une fille, on leur complique la vie beaucoup trop tôt, quoi. Oui, c'est sûr. On leur fout bien la paix. À ce moment-là, on peut leur faire croire que ce sont des tractopelles. Hein. Je veux dire, il y a pas de limite. Ou des pingouins homosexuels, ou j'en sais rien, quoi. Enfin bref, un peu plus tard, il signe le Stop Woke Act, qui donc s'oppose à la présentation de l'histoire du pays, donc des États-Unis, sous le prisme du racisme systémique. Par la même occasion, j'ai trouvé ça intéressant aussi, il bannit l'enseignement de la théorie critique de la race et sa diffusion dans les entreprises où elle a été imposée, parce qu'il y a aussi ça dans les entreprises. Aux États-Unis, parfois votre patron vous oblige à faire un séminaire où on va vous apprendre en fait que si vous êtes un homme blanc, vous êtes vraiment la lie de l'humanité, et si vous êtes naturellement coupable. Voilà, vous êtes naturellement coupable. Enfin bref. Alors je conseille un exercice pour tous les gens qui sont soumis à ça, c'est quand vous faites faire des exercices là-dessus, vous remplacez simplement homme blanc par juif. Oui. Et vous voyez si... Et vous voyez la qualité de la réflexion, quoi. Ouais. C'est ce qu'on faisait dans les années 30 dans un certain pays qui a passé, c'est bien terminé. Donc, la simple idée que quelqu'un puisse être coupable de quoi que ce soit en fonction de sa race, de sa couleur, il ne peut y avoir de culpabilité qu'individuelle. Bien sûr. Et de responsabilité qu'individuelle. Donc, quelqu'un qui dit vous êtes blanc, donc vous êtes esclavagiste, eh ben, il faut lui mettre une grande claque dans la gueule. Voilà, c'est justement ce qu'a voulu faire DeSantis. Enfin voilà, il est vraiment très à cheval sur tous ces trucs-là. Même à cette occasion, il avait eu une bataille avec Disneyland, où en fait Disneyland en Floride avait bénéficié d'une législation particulière. C'était quasiment un petit état privé où il faisait vraiment ce qu'il voulait, et en fait DeSantis leur a privé de ce droit, il a abrogé cette loi qui leur permettait de faire à peu près ce qu'ils voulaient dans un comté particulier donc de la Floride, qui était le comté qui appartenait donc quasiment à Disneyland, et donc voilà, c'est vraiment lui, c'est ça son il y a quelque chose qui se passe bataille. qui est intéressant, c'est d'abord Disney doit être au plus bas depuis 10 ans avec toutes ces bêtises. Il y a Anheuser-Busch, le fabricant de bière, qui a fait une espèce de publicité où il y avait un transsexuel homme qui expliquait qu'il fallait boire de la bière, etc. Et leurs ventes se sont absolument effondrées. Donc, vous savez, cette espèce de truc où les grandes marques, un certain nombre de gens allaient voir les grandes marques en disant vous pouvez pas donner de la publicité, je sais pas, à Causeur, par exemple. Oui. Parce que ce sont des salopards et tout, et ils vérifiaient que la publicité n'était pas donnée, mais maintenant on se rend compte que ce sont qui suivent les ordres de ces gens-là, dont les ventes s'écroulent. Oui. Donc il y a peut-être un vent qui est en train de souffler, qui fait que si j'étais les annonceurs publicitaires, si je veux pas avoir de problème d'ici 2 ou 3 ans, je donnerais des gros contrats publicitaires aujourd'hui à Causeur, parce que peut-être dans 2-3 ans, ceux qui ne les auront pas donnés se retrouveront au chômage. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est que là, ça risque de changer, parce que c'est en train de changer très vite aux États-Unis. Anheuser-Busch est en train de perdre tout ce qu'ils veulent. Walt Disney est en train... Et c'était vraiment les gens qui étaient en pointe dans tout ce qui était woke. Bien sûr. Donc, les wokistes sont en quelque sorte les acheteurs commencent à se révolter contre les gens qui leur expliquaient ce qu'il fallait penser. Tout à fait. C'est-à-dire ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelques semaines, on a donc Budweiser, qui est donc le numéro 1 de la bière aux États-Unis. Voilà, c'était pas Anheuser-Busch, c'était Budweiser, c'est vrai. C'était Budweiser pour la Bud Light, donc la petite canette bleue, qui avait fait une annonce publicitaire avec un transsexuel. Ouais, c'est ça. Et alors, bon, faut savoir quand même que Budweiser, c'est quand même pas consommé que par les woke de New York et de Los Angeles. Si vous voulez, c'est pour les gars qui vont chasser. C'est ça, je pense que... Qui regardent le football américain
qui a un sens de l'humour. Le barbecue le dimanche midi, voilà, c'est cette Amérique-là, quoi. L'Amérique redneck, mais qui est justement méprisée par toute cette marque. Bah, c'est quand même leur plus gros client, quoi. Donc, mépriser ses clients, c'est une erreur. Ah bah oui, ils ont appris ça quand même. Voilà, on est revenu quand même aux fondamentaux, quoi. Voilà, on va pas se moquer des gens qui achètent notre produit, quoi. Oui, c'est peut-être la base quand même. Bon. Oui, c'est ça. Mais donc, il y a quand même des choses qu'il faut savoir faire, oui. Et oui, effectivement, vous avez parlé de Disney. Alors déjà, effectivement, il y a plusieurs mois, déjà, le cours de Disney avait sérieusement déraillé. Et là, on apprend que Disney va devoir supprimer des contenus de sa plateforme parce que tout simplement, bah, personne les regarde. Donc, récemment, ils avaient fait une série remake de Willow, qui était un film des années 80. Ils avaient complètement wokisé le truc. Tout le monde s'en fiche, personne regarde. Apparemment, là, on a aussi cette histoire qui a fait un peu polémique avec la petite sirène, parce qu'ils ont tenu absolument à ce que ce soit joué par une actrice noire. Bon, on peut ne pas être d'accord, on peut être d'accord, on s'en fiche, c'est pas forcément le truc. Mais il y a eu vraiment cette volonté d'inscrire ça dans un narratif woke, quoi. Et même visiblement la presse de gauche a pas tellement aimé, donc visiblement c'est un échec total. Voilà, la meilleure histoire que je connais sur Disney, c'était il y a déjà 20 ans, où ils commençaient à atteindre cette maladie. Il y avait eu, ils avaient dépensé des sommes folles pour faire un truc très convenable qui s'appelait Pocahontas. Pocahontas, c'était une princesse indienne qui ensuite vient se promener en Europe et qui trouve qui nous explique comment il fallait vivre si on est un bon Indien, et bref, enfin Pocahontas, c'était le bien-pensant de l'époque. Donc un but total. Et comme il y avait des gars qui avaient rien à foutre à Disney, dont on savait pas leur faire, on leur a fait faire, ils ont fait le Roi Lion, qui a été un succès absolument mondial. Oui. Et le Roi Lion, vous regardez les valeurs du Roi Lion, c'est quand même le rôle de l'autorité, le rôle du Bien père, sûr. La transmission au travers de l'histoire, les méchants, les bons, enfin c'est un western ce truc. Et donc, Walt Disney, ça fait des années qu'il s'acharne à faire des saloperies, sur lesquels il ne gagne pas d'argent, alors qu'il nous ferait encore, je sais pas, le Roi Lion ou La Belle et le Clochard. Tout le monde serait fou de bonheur, quoi. Donc c'est quand même complètement idiot. Donc dans les structures de pouvoir, ce qu'il y a d'étonnant, je le vois aussi partout en France, montent des gens qui finalement arrivent au sommet, et une fois qu'ils sont au sommet, on se dit mais comment ils sont arrivés là? Ils sont tellement nuls, ils comprennent rien. Donc il doit y avoir une espèce de... Dans ces grandes entreprises ou dans les États, il doit y avoir une espèce de processus de sélection inverse. Ils doivent arriver tout en haut sans jamais avoir fait de bruit. Donc on se dit, bon, il n'est pas dangereux. Et puis une fois qu'ils sont là-haut, ils font bêtise sur bêtise. C'est un peu... Et je suis surpris parce que quand même, comment se fait-il que partout, au sommet de toutes les structures importantes de connaissances, de hiérarchie, à peu près partout, on est ces gars tout nuls? Comment ça se fait? Effectivement, je ne sais pas comment ça s'est mis en place. Ok, ça ouvre des espoirs déjà comme nous qui ne sommes pas doués, mais pour moi c'est trop tard, mais vous pouvez peut-être faire une brillante carrière, je ne sais rien. Peut-être, je ne sais pas, je vais demander à Disney, je vais leur dire, bon les gars, vous n'avez rien compris à rien, je vais vous apprendre comment on fait des films. Non, vous ne devrez pas leur dire, vous devez être toujours d'accord avec tout le monde et arriver au sommet sans jamais vous être opposé à personne, c'est difficile. Hein. Ouais. Et après vous imposez votre vue. Ouais, peut-être que c'est faisable, je ne sais pas. Peut-être arriver à bas bruit. Bon, après, s'ils regardent les émissions de l'Institut des Libertés, du coup, ils vont se douter de quelque chose, quand même. Ils vont se dire, il y a un loup, là. Oui, ou alors il a bien changé le berceau. Oui, mais c'est pas possible. Donc, il faut que vous soyez doué pour ça dès le départ. Ouais, c'est vrai. Mais moi, j'aurais quand même du mal à gravir les échelons pendant 40 ans sans rien dire à ma direction si jamais je voyais que la direction, justement, produisait ce que produit Disney. Là, j'aurais tendance à être quand même un peu en désaccord. Hein. Mais justement, on voit que ce qui a du succès, c'est vraiment, je dirais même pas les films de droite, mais je dirais les films juste... de tradition voilà, qui s'extirpent de tout ce narratif woke, qui mettent pas des femmes pour mettre des femmes, qui mettent pas des noirs pour mettre des noirs. Dans les années 80-90, on pouvait avoir des femmes et avoir des noirs dans les films, mais c'était pas absolument pas dérangeant, c'était pas dans un narratif global. Je veux dire, et en plus, les noirs, de temps en temps, ils étaient méchants, alors qu'aujourd'hui, les noirs, c'est toujours les gentils, et les blancs, c'est toujours les méchants. Et moi, je me souviens, j'avais un fils, bon, il a 40 ans maintenant, mais quand il avait 15-16 ans, il avait regardé une pièce à la télévision française, et il était venu me voir après, pas une pièce, un film, il m'avait dit, mais c'est extraordinaire, pour une fois, le criminel, c'est pas le patron.
c'était un employé quelconque qui m'a dit, mais dans tous les films français, c'est toujours, si on cherche à deviner qui va être le criminel, c'est le patron, quoi. C'est le patron de la boîte, c'est le notaire, c'est un personnage éminent local, parce que jamais les gens en dessous ne font des crimes. Donc le crime, c'est réservé à la classe dirigeante. Donc on arrive à des imbécilités comme ça, pour que mon fils de 15 ans, un jour il était venu me voir aussi, il m'avait dit, papa, viens voir. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, la télévision parle français. Alors je lui ai dit, c'est pas étonnant, on est en France. On parle français. Mais évidemment. Oui, il avait vécu en Angleterre. Qu'est-ce que vous voulez? La télévision parlait anglais, donc il était, je sais pas quel âge il avait, en fait, j'étais mort de rire. Voilà. Donc, je veux dire par là, c'est que vous avez cette espèce de pression pour faire des œuvres qui sont moralement acceptable, mais on ne fait pas de bonne littérature avec des bons sentiments. C'est une vieille formule française. Et de faire un truc qui, c'est encore une fois, on retrouve les œuvres staliniennes, c'est-à-dire cette espèce de woke qui est une tentative directe à la liberté d'expression, arrive aussi à, on va avoir un art officiel, on va avoir, et on aura, j'ai vu que par exemple maintenant, pour être, si vous voulez vous présenter aux Oscars à New York, il faut que vous ayez dans vos films un certain nombre de noirs, un certain nombre de jaunes, un certain nombre de tous les deux. Oui, il faut avoir des quotas. De femmes, il y a des quotas. Et comment voulez-vous faire un quota? Je sais pas, pour une pièce d'Ibsen qui se passe en Norvège, au 19e. Ça va être compliqué, oui. Ça va être compliqué. Comment vous faites? Non, mais je veux dire, c'est la folie, quoi. Donc, on est dans un, encore une fois, on est dans un niveau irréel. Et ça inhibe complètement, justement, la création artistique, parce que, justement, en fait, il faut comprendre que, alors, soit le réalisateur, le créateur, directement est woke, auquel cas, il fait ça de son propre gré, soit il a une volonté artistique, et à chaque fois, c'est la production qui va lui dire « Ah oui, mais là rajoute-moi un transsexuel, rajoute-moi une lesbienne, rajoute-moi un noir, rajoute-moi un gay, rajoute-moi un machin. » À chaque fois, c'est comme ça. Et donc, mais ça veut dire qu'on définir les gens en fonction de leurs préférences sexuelles. Mais attendez une seconde. Je sais pas, mais il y a des homosexuels et beaucoup qui ont été de grands hommes d'État et qui parlaient jamais de leur homosexualité. Oui, en fait, bien sûr. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est encore une fois, on est défini à l'heure actuelle par sa couleur de peau et par sa préférence sexuelle. J'espère que je suis un peu plus compliqué que ça. Hein. Oui, ça doit absolument effectivement avoir une incidence sur l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire ne serait pas la même si le personnage n'était pas, je sais pas, homosexuel ou s'il n'était pas noir, etc. À chaque fois, on doit inscrire ça dans un narratif qui est un narratif qui doit essayer justement de faire de la propagande par rapport à tout ce discours-là. C'est-à-dire que le seul qui soit anormal, c'est celui qui n'est pas homosexuel, qui n'est pas transsexuel et tout. Mais bon, moi, je sais pas que les autres soient anormaux, mais lui, il est peut-être... il n'a pas eu de peau, il est normal. Alors, il est né comme tout le monde. Oui, le pauvre, il peut pas parler de grand-chose. Il peut pas parler de grand-chose s'il n'est pas intéressant, ça. Tout ça. Je suis fasciné par la façon dont tous ces gens sont obsédés par le cul. Mais en plus de ça, je comprends pas. Ce que je trouve complètement dingue, c'est que justement, dans le milieu du cinéma, etc., on voit bien que ce qui marche, c'est ce qui, justement, s'émancipe de ce discours-là. C'est-à-dire que ce qui marche, c'est les films de... de Clint Eastwood. Ce qui marche, c'est Top Gun 2, Top Gun Maverick. C'est tous ces films-là qui, sans être vraiment des films de droite, mais qui vont revenir en fait à ce qu'on faisait de manière tout à fait normale dans les années 80, 90, 2000. J'ai aimé le film Grand Tornado, là, c'était Grand Torino, ouais. Grand Torino, ce qu'il était beau, ce film. Ouais, fantastique. Je trouve que c'est beau. Et ça, Clint Eastwood est incroyable. Oui, et c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est aussi une marque d'un cinéma un peu à l'ancienne, justement, parce qu'il y avait aussi ça un peu dans les westerns. Côté, on parle pas trop, mais on comprend ce qu'on veut dire quand même. Voilà. Et c'est vrai que ça se perd un petit peu, je trouve, dans le cinéma, parce que justement, à chaque fois, on veut tout expliciter, alors que justement, je trouve que ce qui est fantastique, c'est quand on arrive à faire comprendre quelque chose, plus en suggérant qu'en expliquant. Voilà. C'est un petit peu comme dans les tableaux, maintenant, quand je vais dans les musées, vous allez, je sais pas, un Gauguin ou n'importe quoi, vous n'avez pas 4 pages d'explication à côté, quoi. Vous avez un choc ou pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez un choc. Vous dites, oh la vache, c'est beau, c'est pas beau. Enfin, je veux dire, pour moi, l'art, c'était un peu ça. Puis aujourd'hui, vous avez des trucs que vous ne comprenez pas grand-chose. Puis il y a deux pages d'explication de ce que le gars a voulu faire. Mais j'ai du mal parce que pour moi, l'art, c'est visuel. Et donc, si on doit m'expliquer pendant 2 pages ce que le gars a voulu faire, je vais chercher un livre, quoi. J'ai pas besoin de regarder le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette histoire, maintenant, cette façon qu'ont les artistes d'expliquer ce qu'ils ont voulu faire, mais je m'en fous.
ce que ça fait, est-ce que c'est beau ou est-ce que c'est... Enfin, je veux dire, est-ce que ça m'intéresse ou est-ce que ça m'intéresse pas? Ouais. Donc, cette façon de suggérer sans imposer, sans qu'on ait besoin de mettre 4 pages d'explication, bah, c'est magnifique. Ouais, tout à fait. Et donc, alors on a pas mal dévié par rapport au sujet de départ. Hein, c'est pas grave. Mais c'est pas grave parce que justement, on arrive, c'est-à-dire à partir de quel moment une société devient-elle insupportable quand elle impose des codes qui ne correspondent pas à la réalité. Exactement, c'est ça. C'est une société fasciste. Oui, on peut dire ça un peu par extension. Et comment dire, justement, DeSantis dit non mais là ça commence à faire quand même, on en a gros. Maintenant ça suffit. Et qui est responsable de l'éducation des enfants? Est-ce que c'est les parents ou est-ce que c'est les professeurs? C'est une question vachement importante parce que les parents ils sont responsables de l'éducation, les professeurs ils sont responsables de l'enseignement. Ouais. Et maintenant les professeurs prétendent éduquer les enfants et leur apprendre ce que c'est que la vie, ce que c'est que la sexualité, etc. Et à mon avis, ça dépend pas d'eux, ça dépend des parents. Absolument, je suis d'accord. C'est une question un vrai problème de société familiale. Parce qu'à partir du moment où vous admettez que vos enfants sont éduqués par quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'on peut vous les enlever. Oui, mais d'ailleurs, on voit que parfois c'est le cas. Hein. Il y a ces trucs-là aussi au Canada, où quand le professeur fait comprendre à un enfant qu'en fait un petit garçon est une petite fille, et que le petit enfant il a 4 ans, il est impressionné par le professeur, il se dit bah il a sûrement raison quoi. Et que derrière le père il se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, moi j'ai pas du tout donné mon accord pour ça, il y a une possibilité qu'on lui enlève quoi. Donc, effectivement, là, ça commence à faire, quoi. Ça commence à faire. C'est-à-dire que, évidemment, le gauchisme, il est présent à l'université depuis pas mal d'années. Mais à l'école maternelle, les conséquences sont quand même particulières. Et en plus de ça, oui, on s'adresse à des enfants, à des mineurs. Ça veut dire qu'on arrive à quelque chose d'intéressant. Ça veut dire que l'enseignement, l'éducation primaire, secondaire à l'université, ça a été une immense conquête de la sociale. Autrefois, l'éducation, c'était réservé à assez peu. Bon. Et cette conquête, maintenant, a été capturée par des gens qui n'ont plus la volonté de rechercher de faire de chaque individu le meilleur possible, mais de faire de chaque individu qui ressemble le plus aux autres. Et à ce moment-là, ça pose la question, quelle est la légitimité du fait que les enfants soient élevés maintenant dans des écoles? Mais ce que je veux dire, c'est quand même... Est-ce que l'école, l'université, la maternité, tout ça, est-ce que c'est des endroits où on est certain que chaque enfant s'épanouira au mieux possible? On est plus aussi sûr qu'avant. Oui, parce que maintenant, les gens qui éduquent n'ont pas comme vocation de trouver le petit le mieux possible, de le transformer, d'en faire ce que capacité lui permet, mais d'en faire quelqu'un qui soit conforme à ce que eux, ils attendent des enfants. Et ça, c'est de l'eugénisme, c'est comme ça. Puis ensuite, ceux qui ne seront pas conformes, on va les mettre dans des camps. Et puis si ensuite on peut déterminer avant qu'ils soient nés qu'ils ne seront pas conformes, on va les avorter. Je veux dire, vous voyez, on est sur une pente là qui est... Dès le moment où on sort de l'individualisme souverain, c'est-à-dire qu'il n'existe... Chaque homme est un univers en soi, comme dit la tradition juive, eh bien, dès que vous sortez de ça, vous terminez dans des camps. C'est triste. Oui, c'est-à-dire qu'à chaque fois, dès que vous avez... j'imagine que, par exemple, à l'université, si vous êtes un étudiant et que vous êtes conservateur, vous êtes républicain, vous allez vous apporter des problèmes, quoi. Non seulement de la part des autres élèves, parce que généralement, les autres élèves sont aussi vos opposants politiques, mais aussi de la part des professeurs. Et ça commence de plus en plus tôt. Donc évidemment, on est dans l'éducation, et ça se voit aussi en France, l'éducation nationale, c'est une lessiveuse qui est faite vraiment pour vous recracher comme il faut, comme ce qu'on entend. Une fabrique à crétins. Exactement. Mais d'ailleurs, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Déjà, il y avait des professeurs en 2002 qui, justement, lors du second tour, quand il y avait eu le second tour Chirac-Le Pen, il y avait des professeurs qui avaient choisi de prendre leurs élèves et de les sortir dehors pour faire une manif contre Jean-Marie Le Pen. Je dis, mais vous n'avez pas à vous soucier de ça. C'est pas votre rôle. C'est pas une lessiveuse, l'éducation nationale. Vous avez juste à en faire des petits citoyens. Ils font tous de la résistance contre le danger d'il y a 40 ans. Mais quand on mettait tout le monde en prison avec le Covid, ils étaient tous d'accord.
Oui, donc, si vous voulez, vous êtes toujours d'accord pour résister contre le danger d'il y a 40 ans, parce qu'il n'est pas dangereux, celui-là. Oui. Mais le danger d'aujourd'hui, il y a très très peu de résistants. Les résistants, ils sont toujours 7 à 8% de la population et pas plus. Oui. Ouais, et donc, on le retrouve une fois de plus, mais au moins, on aimerait que les autres ne nous fassent pas croire que eux, ils auraient été résistants quand les Allemands étaient ici. Oui, non mais bien sûr, mais d'ailleurs je pense ils auraient tous été pétainistes. Je pense même qu'il y a un rapport inverse entre les deux, c'est-à-dire que plus on est conformiste, plus on pense qu'on aurait résisté en 40 et plus on veut prouver à tout le monde qu'on aurait bien résisté en 40. Mais je pense que ça prouve exactement l'inverse. Je pense que si vous avez absolument besoin de le prouver, c'est que sûrement vous l'auriez pas fait. Ben voilà. Je suis tout à fait d'accord. Donc, à suivre pour cette candidature, pour cette primaire républicaine. Alors déjà, la primaire, elle va commencer en Ohio, je crois, il me semble que ce sera en novembre. Donc, pour l'instant, on a de la mise en place qui va être assez lente. Je pense que chacun va essayer de dérouler un peu son discours, sa stratégie, son machin. Et peut-être qu'on aura des glissements justement de républicains, peut-être qui seront plus favorables à DeSantis. Je pense que Trump, ce qu'il a pour lui, c'est clairement déjà son expérience, son charisme. Je pense que tout ça parle énormément pour lui. Et je pense qu'à l'inverse, DeSantis, son côté nouveau, plus jeune, je pense que on sait très bien que Trump a une revanche à prendre, et qu'en particulier qu'il veut se payer Biden, le ministre de la Justice, tout le FBI, tous ces gars-là, il veut se les payer. Et la question que les Américains vont devoir se poser, c'est est-ce qu'il est nécessaire qu'on se les paye, ou est-ce qu'on essaye de jeter un tapis discret sur tous ces trucs et on demande à DeSantis et d'essayer d'arranger le coup avec eux, mais on sait très bien qu'on ne peut pas dîner avec le diable. Il faut une très longue cuillère, donc ça sert à rien d'essayer de transiger, par exemple, avec les Clinton. Vous savez qu'ils vous poignarderont au premier truc, sont des brigands. Donc, je sais pas, moi, la meilleure solution, ce serait qu'ils se mettent bien sur la gueule dans les primaires et qu'ensuite, ils se réunissent autour d'une candidature. Qu'ils fassent un ticket commun, effectivement. Bah après, moi je pense que, alors je ne sais pas ce que pense DeSantis, mais je pense que ce n'est peut-être pas une mauvaise idée si, à partir du moment où il est résolument justement contre l'État profond, de dire juste j'en parle pas tant que ça pendant la campagne et ensuite une fois arrivé au pouvoir vraiment je défonce tout. Pourquoi pas maintenant. Mais pour que Trump se paye l'État profond, il faut qu'il ait une majorité aussi au Sénat, une majorité à la Chambre des représentants. Et s'il y a quelqu'un qui fait une campagne un peu mollassonne, il risque d'avoir un des deux qui lui échappera, quoi. Donc, encore une fois, c'est pas mon métier, la politique, mais si les Américains décident d'aller vers Trump, ils vont aussi amener un Sénat et une Chambre des représentants républicaine, ce qui permettra au président de faire le boulot. Sinon, DeSantis, ils vont se retrouver avec une minorité dans les deux, et à ce moment-là, on n'est pas rendu compte. On est ramené au problème précédent. C'est possible. Moi, c'est ça qui me fait peur, si vous voulez, c'est qu'on sous-estime le pouvoir de cet État profond, y compris dans le comptage des voix. Vous savez ce que disait Staline, ce qui compte, c'est pas pour qui les gens votaient, mais pour... C'est la manière de compter, oui. C'est qui compte. C'est ça qui... donc... on va voir si là aussi il va y avoir des progrès, parce que Trump ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait des difficultés électorales dans les votes. Il n'avait rien préparé, il n'y avait pas d'avocat qui vérifiait, il n'y avait rien. Je pense que la fois prochaine, il y aura du monde. Ouais, je pense que oui, il y aura plus... Il y aura plus de monde. Et donc, imaginons que vous ayez c'est l'analyse que je fais en tout cas, vous avez un vrai problème d'État profond aujourd'hui. De gens qui, dans le fond, ont capturé la démocratie, qu'il s'agisse des grandes sociétés pharmaceutiques, des grandes sociétés d'armement, des groupes de lawyers, etc. Bon. Donc c'est un vrai problème. Donc il faut essayer d'extirper ce problème. Et c'est pas des demi-mesures qui vont vous permettre d'extirper le problème. Donc, ou vous pensez que c'est pas aussi grave que ça et on continue dans le système, mais à ce moment-là, si vous voulez, on continue à être dans un pays qui est pas démocratique, ou bien il y a quelqu'un... En tout cas, le seul qui, depuis que je suis dans ce métier, a identifié maintenant parfaitement le problème de l'État profond aux États-Unis, c'est Trump. Et qui en parle longuement et qui explique ce qu'il faut faire. Les autres, ils disent, ils en parlent pas parce qu'ils pourraient se fâcher. Ouais. Donc
Ça dépend. Encore une fois, c'est l'électeur qui va décider. Mais est-ce que l'électeur va décider une fois pour toutes que le problème c'est l'État profond et qu'il faut s'en débarrasser, ou est-ce qu'il va décider qu'on peut continuer comme ça à merdoyer avec des rhinos, etc. Je sais pas. Ouais, mais pour moi, ça va être une élection importante parce que il y a des choses à nettoyer aux États-Unis et ce pays est très malade. Ouais. Moi non plus, je sais pas quelle serait la meilleure stratégie pour arriver au pouvoir. Je prétends pas savoir. Voilà, je suis pas sûr que ce soit d'arriver au pouvoir. Pour moi, la meilleure stratégie, c'est comment libérer les États-Unis de ce joug de ces crapules. Parce que ce sont des criminels, ce sont des crapules. Ils contrôlent à peu près tout, les journaux, les médias. Et donc, c'est plus un problème d'arriver au pouvoir, c'est qu'est-ce que je fais une fois que je suis au pouvoir. Je les déloge. Et ça, voilà, ça veut dire qu'il va y avoir du sang, quoi. Ouais. Surtout, je pense que, alors, je pense pas que on va dire la stratégie vraiment conservatrice anti-woke de DeSantis soit une mauvaise idée. Sauf que je pense que mais c'est le mauvais ennemi. Peut-être que c'est le mauvais ennemi, et peut-être en plus de ça que c'est pas forcément adapté non plus au rôle du président. C'est-à-dire que ce qu'il fait, il le fait quand même en tant que gouverneur d'État. Et effectivement, peut-être que cette ligne-là, c'est une meilleure ligne pour un gouverneur d'État que pour un président des États-Unis. C'est possible que ce soit pas tout à fait adapté parce que ce qu'il fait dans l'État de Floride, de toute manière, il pourrait pas vraiment le faire à l'échelle de tous les États-Unis. Il pourrait pas obliger tous les États à faire à interdire le wokisme à l'université, etc. Il pourrait pas imposer ça à la Californie, par exemple, s'il était ou à New York s'il était président. Oui. Donc de toute manière, je sais pas si cette ligne serait vraiment pertinente par rapport à ce niveau-là de pouvoir. Enfin voilà, affaire à suivre. De toute façon, on va couvrir le truc. Donc on en a un petit peu parlé vite fait, je voudrais qu'on l'évoque 2-3 minutes. Il y a eu cette affaire avec le magazine Causeur, où en fait, alors vous le savez, la plupart des presses de gauche, en fait globalement tout ce qui va de l'Humanité au Figaro, toute cette presse-là est largement subventionnée par l'État français. Non, par les payeurs d'impôts. Oui. Pas par l'État français. L'État français n'existe pas. C'est-à-dire qu'on prend de l'argent de ceux qui votent les impôts et on le file à ceux qui vous soutiennent. Oui, voilà. C'est-à-dire l'État français pique l'argent et ensuite il le redistribue. C'est une forfaiture. Voilà. Moi, ce que je veux dire, ils n'ont pas le droit de donner quelque chose. Oui. Donc, si vous voulez, il faut pas se tromper. C'est pas l'État français qui donne de l'argent, il donne notre argent à nous. Oui. À des gens avec lesquels je ne suis pas d'accord. Bien sûr. Et si j'étais d'accord avec eux, j'achèterais leur magazine. Voilà, c'est ça. Non, c'est parce que si nous, on l'a pas voulu, mais notre argent, il va quand même. Il y va quand même. Donc, si vous voulez, ça s'appelle une forfaiture. Oui. Donc, il y a que deux possibilités. Ou vous donnez du pognon à tout le monde, mais il n'y a pas de raison, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens qui restent en vie. Si personne n'achète leur truc, l'humanité, l'opinion, tout ça, c'est des trucs qui devraient aller à la poubelle, qui n'ont aucun intérêt. La croix, tout ça, c'est... Ou bien, vous donnez de l'argent à personne, et des merdes des et vous cessez de subventionner France Inter, etc., qui ne reçoit que les journaux qui sont d'accord. Il n'y a aucune raison que l'État subventionne les nouvelles aujourd'hui. On sait que toutes les fausses nouvelles, la quasi-totalité des fake news qui sont arrivées depuis 10 ans dans le monde, elles ont toutes été d'origine étatique. Donc j'ai pas besoin d'une radio étatique qui me rappelle que moi je dis des fake news quand je dis la vérité et qu'eux quand ils disent une fake news, c'est la vérité officielle, si vous voulez. Oui. C'est donc le rôle d'une radio, c'est pas d'être la voix du gouvernement. Donc la seule façon d'avoir des informations convenables, c'est la concurrence. Donc il n'y a pas de radio subventionnée, il n'y a pas de cinéma subventionné. Tout ça, ça devrait disparaître. C'est comme le cinéma de BHL, où il a fait un film sur l'Ukraine, il y a eu 235 personnes qui l'ont vu, quoi. Et ça a coûté quelques centaines de milliers d'euros à l'État français. C'est du vol à la tire. C'est ce que j'appelle le capitalisme de connivence. Ouais. Donc encore une fois, si vous voulez aider la liberté de parole, vous vous abonnez à Conflit, à Causeur, et même si vous l'aimez pas, ça n'a aucune importance parce que ça permet la liberté d'expression. Le propre de la liberté d'expression, c'est que vous voulez que ceux qui ne sont pas d'accord avec vous aient le droit à la parole. Ouais. Et d'ailleurs, c'est justement quand même comme ça que se caractérise Causeur. C'est-à-dire que, alors certes, c'est une presse plutôt de droite, mais c'est une presse qui vraiment dans laquelle il y a une liberté de parole quasiment absolue, quoi. Enfin, elle est vraiment énorme. Comparé justement à une presse de gauche dans laquelle personne de droite ne peut écrire, une personnalité de gauche peut tout à fait écrire dans Causeur. Voilà. Donc c'est quand même beaucoup plus conforme à l'idée qu'on fait de la liberté d'expression.
de droite, de gauche, pour moi, aujourd'hui, si vous voulez, comme je dis toujours, la droite a trahi la nation et la gauche a trahi le peuple. Alors, j'ai du mal avec les notions de droite et de gauche parce que d'un côté et de l'autre, vous avez affaire qu'à des traîtres, quoi. Donc on me dit, moi, je préfère pas les traîtres de gauche aux traîtres de droite. Je veux dire, c'est des traîtres dans tous les cas, quoi. Donc, si vous regardez ça un petit peu, dans le fond, ce qu'on a aujourd'hui dans le monde, le vrai débat, c'est les partisans de la mort contre les partisans de la vie. Notre civilisation aujourd'hui, tous les gens de gauche, etc., ils sont partisans de la mort. Enfin, pas de gauche, et aussi curieux que ça paraisse, causeurs, etc., ils sont partisans de la vie, parce qu'ils laissent le débat. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez unanimité, si vous voulez, tous ces gens qui sont partisans de l'euthanasie, ils sont pour l'euthanasie et contre la peine de mort. C'est rigolo. Ils sont contre la chasse, mais pour l'avortement. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je veux dire, il y a toute une série de choses comme ça qui sont très curieux et qui me font penser que mes vrais ennemis, c'est les gens qui pensent qu'on est trop de monde sur la Terre, qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde, les malthusiens, les esprits étroits. Moi, ce qui me rend le plus heureux quand je me balade dans la rue, ça paraît idiot ce que je veux dire, mais ça l'est pas du tout. Je vois une sortie d'école et je vois des petits-enfants qui se donnent la main et qui sortent, qui ont 4, 5, 6 ans, enfin 7 ans. Et je trouve ça m'émeut à en pleurer. Donc, si vous voulez, voir une classe de petits-enfants et ne pas pleurer de bonheur, faut être débile. Ouais. Oui, non, faut être profondément débile. Il y a rien de plus beau. Je suis persuadé que chez ces gens, il y a une profonde, mais peut-être que eux-mêmes ne le savent pas peut-être, mais je pense qu'il y a une profonde détestation de la vie. J'avais vu aussi, alors c'était sur Twitter, une nana qui se plaignait parce que, alors elle faisait le choix de ne pas faire d'enfant, et en fait elle se plaignait du fait que une femme enceinte dans le bus, alors lui, elle, tout le monde faisait attention à elle, on lui laissait une place, etc. Et en fait, donc cette femme qui était pas contente, en fait, elle fulminait parce que elle se disait mais pourquoi elle a ce droit-là alors que moi non? Parce qu'elle porte la vie. Voilà, parce qu'elle porte la vie, elle porte le futur, elle porte l'espoir et toi tu portes rien, quoi. Donc tu portes ton propre égoïsme, ton propre narcissisme. C'est ça, donc il y a un moment donné, oui, nous de ce côté-là, on célèbre la vie et eux ils célèbrent l'absence de vie. Ils célèbrent notre mort, ils disent et vous le voyez aussi, si vous voulez, c'est cette espèce de façon de traiter certaines femmes, de traiter les hommes aujourd'hui comme des ennemis. Mais comment voulez-vous élever des enfants si les hommes et les femmes sont des ennemis? C'est pas possible. Je veux dire, le père est nécessaire. On voit bien que le marqueur le plus important du crime, chez un garçon en particulier, plus tard dans la vie, c'est s'il n'y a pas eu de père à la maison. Donc, il est très évident qu'une éducation, et non pas un enseignement, une éducation réussie, c'est des endroits où il y a un père et une mère qui les amènent. Je dis pas que c'est pas toujours possible, mais je dis c'est ce qui est souhaitable pour la plupart des enfants. À partir du moment où vous rentrez dans cette relation et que vous percevez l'autre avec lequel vous rentrez comme un ennemi, ça va pas durer. Mais donc, pour revenir un petit peu sur cette affaire de causeur, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il existe un collectif d'activistes de gauche, voire d'extrême gauche, qui s'appelle les Sleeping Giants. Oui, je sais, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Voilà. C'est ceux qui se sont fait flinguer avec Budweiser. Non, c'est pas la même chose. Non, mais c'est Budweiser voulait mener des trucs comme ça pour plaire ou pour plaire à ces gars-là. Oui, tout à fait, absolument. C'est-à-dire que les Sleeping Giants, ce qu'ils font, c'est que, en gros, ils vont sur les sites, on va dire, conservateurs, quoi, des trucs comme ça. Et derrière, en fait, comment survivent ces sites? Enfin, une source de revenus importante, c'est la publicité. Pas chez Causeur. Pas forcément chez Causeur, mais bref, c'est important sur un site quand même d'avoir ce genre de revenus. Ça peut aider à compléter, voilà. Bref, c'est quand même sympa. Et donc ils vont sur ces sites, donc sur Valeurs Actuelles, sur Causeur, sur d'autres trucs, et ils regardent les publicités. Et ensuite ils font tout un truc sur les réseaux sociaux en disant ah mais machin, vous avez votre publicité sur tel site. Est-ce que vous voulez vraiment être sûr de partager vos valeurs avec ce site-là? Mais on n'a pas à se poser la question. Et du coup, en faisant ça, en fait, ils font du signalement de vertu. Et du coup, la marque, elle va se dire, on va quand même pas assumer ce truc-là, même si avant ça les dérangeait pas. Du coup, non, en fait, on va enlever le jour. Je suis d'accord avec vous. Ils en ont peur parce que les gens de marketing, c'est pas les plus courageux. Mais le jour où ça saura que les Sleeping Giants ont fait ça, si on savait qu'il y avait derrière les Sleeping Giants, qui les paie,
parce qu'on ne le sait pas. Ouais. On ne sait pas qui derrière, c'est aussi bien la marque concurrentielle. C'est peut-être, je vais dire une bêtise, mais c'est peut-être le Nouvel Observateur qui envoie du fric aux Sleeping Giants pour qu'ils flinguent valeur actuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis pas que c'est le cas, parce que j'ai aucune idée, mais c'est assez facile d'utilisation. Donc si c'est le cas, le jour où on apprendra que c'est des manœuvres sordides comme ça qui sont produites, ces Sleeping Giants n'ont aucune légitimité démocratique. Ils n'ont été élus par personne. Ce qu'ils représentent, ça n'a pas valeur d'évangile. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on audite les Sleeping Giants pour qu'on sache qui y a derrière les Sleeping Giants, qui y a derrière tous ces grands NGO, parce tous ces gens-là sont aux Nations Unies, influencent les décisions, et personne ne sait qui les finance. Il n'y a pas d'audit. Oui, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas qui leur a donné de l'argent. Et par exemple, regardez, la plus grande des ONG maintenant, c'est l'OMS. On apprend que 40% du budget de l'OMS, c'est Bill Gates. Et l'OMS reprend de plus en plus des politiques favorables aux vaccins. Et qu'est-ce que fait Bill Gates? Beaucoup en ce moment, des vaccins. Donc je veux dire, c'est bien joli de jouer la vertu de c'est du Tartuffe. Cacher ce sein que je ne saurais voir, vous savez, c'est le vieux truc. Mais en fait, ce sont des brigands. C'est du capitalisme de connivence, c'est détruire ses compétiteurs de façon dégueulasse. Absolument. Eh ben, il faut arrêter ça tout à fait cessante. C'est contre la liberté d'expression. Qu'est-ce qui donne le droit à ces Sleeping Giants d'empêcher des gens qui ont des idées différentes de s'exprimer? Qu'est-ce qui leur donne le droit philosophiquement, moralement, éthiquement, économiquement? Rien. Ils ne représentent rien. Personne ne sait qui y a derrière. Ouais. Il faut simplement, encore une fois, les faire sortir en pleine lumière. Vous savez, la lumière, c'est fou ce que ça cautérise la pourriture. Hein. Oui, c'est pas faux. Non, il faut créer la lumière dans tous ces trucs-là. Ces gars-là se disent, je me bats au nom de la vertu. Et puis vous vous rendez compte que ce sont tous des proxénètes, quoi. Oui, je ne pense pas du tout qu'il y ait une seule de ces personnes qui soit justement vertueuse. On ne sait pas qui c'est derrière, on ne sait pas qui les finance. Et derrière, en fait, c'est vraiment... Ils se prennent, c'est ça qui est fantastique, c'est que ils se prennent vraiment pour des petits résistants d'internet, mais en fait littéralement ce qu'ils font, c'est ils vont voir la maîtresse en disant maîtresse, regardez, il a fait ça. Il dénonce. Donc, si vous voulez. C'est vraiment ça pour le coup, c'est vraiment de la mentalité de collabo. Oui, c'est eux qui auraient dénoncé en 1943 les gars qui avaient des juifs dans leur cave, vous savez. Ils auraient peut-être pu. Il n'y a pas le moindre doute là. Là, c'est eux qui écrivaient à la commandanture, vous savez. Oui, et ensuite, je pense qu'ils auraient été résistants en 45, peut-être vers avril, quoi, quelque chose comme ça. Juste avant la chute de Berlin. Ouais, c'est ça. Alors, je suis avec vous. Ils ont entendu toute une série de pauvres femmes qui avaient eu quelques bontés pour les Allemands. Parce que c'était dur d'être soldat allemand en France quand même, donc il fallait les aider un peu. Il y avait sûrement de ça. Alors, on va bientôt conclure cette émission. On a pris un petit peu plus de temps que ce que je pensais sur le wokisme. Enfin, c'est pas grave du tout. J'ai une question quand même d'un auditeur. Donc, question de Thomas, qui en plus, je trouve, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Thomas, donc, est un futur papa. Bravo. Donc déjà, bravo. Bravo Thomas. Les aventuriers, les pères de famille sont les aventuriers des temps modernes, disait Peggy. Alors. Ouais, je pense que c'est une belle aventure. Et je pense que Peggy a encore plus raison aujourd'hui. Plus que jamais. Plus que jamais. Pas vieilli de le 100 ans après, il a encore plus raison. Oui. Donc Thomas, en tant que futur papa, nous demande si c'est encore possible d'éduquer correctement ses enfants en France. Par là, il entend vraiment la question de l'école. Donc est-ce que c'est possible de mettre encore ces enfants dans des bonnes écoles en France? Il y a des bonnes écoles, il y a des écoles... D'abord, il y a encore quelques écoles... qu'on appelle privées, vous savez, qui sont sous contrat. Voilà, c'est ça. Et vous avez des écoles comme la Providence, comme à Paris, où il y a encore une espèce d'éthique d'éducation des enfants. Bon, ils sont assez sensibles aux bêtises ambiantes, hein. Donc déjà, même à Franquin, etc. Déjà les écoles privées sous contrat, ils sont quand même sous contrat, donc il y a forcément... Ils sont obligés de faire un certain nombre de trucs. Voilà, en fait ils sont obligés de respecter le programme scolaire. Et puis bon, il y a aussi les manuels, etc. Et ça aussi, les manuels, même si votre prof il est pas de gauche, vous avez des écoles qui sont en dehors de contrat. Il y a tout un mouvement qui se développe, elle se développe assez vite, etc. Mais là, ça coûte cher. Oui, c'est vrai. Ça coûte cher parce que vous avez plus de... Alors, il y a la solution à laquelle des tas d'Américains sont en train de se résoudre, c'est d'éduquer eux-mêmes leurs enfants. Ouais, mais c'est plus compliqué. Mais en France, maintenant, ça t'est interdit. Ouais. Parce qu'on voulait pas que, justement, et aussi curieux que ça passe,
c'est qu'on voulait pas, par exemple, que les filles soient éduquées dans le monde musulman simplement par les familles, parce que oui, c'est ça. Donc là, c'est un autre problème. Donc, si vous voulez, oui, alors, je vais vous revenir à ce que disait mon cher père, c'est qu'il disait élever des enfants, c'est pas difficile, il suffit de leur donner l'exemple. Donc, quelque part, ça sera à Thomas de faire le boulot de leur montrer l'exemple. Mais montrer l'exemple, c'est pas si facile que ça, mais quand on le fait, le respect vient naturellement. C'est pas si facile que ça, effectivement. Et après, bon, alors autant il y a des matières, je pense, qui sont vraiment... je pense qu'il y a beaucoup d'écoles dans lesquelles certaines matières ne sont pas forcément politisées. Je pense notamment aux maths, à la physique, tout ça. Après, effectivement, quand on rentre dans le français, l'histoire, et puis notamment, je pense aussi au cours de langue, on a beaucoup quand même un discours assez gauchisant. Donc, il suffit pas, je pense, quand même de donner l'exemple. Il faut aussi donner le contre-exemple parfois de ce qu'on reçoit à l'école. C'est le dîner familial. En principe. C'est là où ça se passe, parce que mon cher fils dit toujours, Louis, qu'il a plus appris autour de la table à dîner tous les soirs qu'il en a appris dans toutes ses études. Et c'est pas faux, parce que, par exemple, il était au lycée français à Londres, et le professeur d'histoire dit que jamais les soviétiques ne s'étaient alliés avec les nazis. Alors mon fils qui avait 14 ans, il se lève et il dit le parc Ribbentrop, Molotov, le parc germano-soviétique, la professeure lui dit Louis Vincent sortait. Donc il y a aussi, il faut se rendre compte que maintenant chez les professeurs, il y a des préjugés qui font qu'ils enseignent des événements selon la théorie officielle. Oui. Et donc, c'est là où le dîner à la maison, si l'enfant revient en disant des bêtises sur, je sais pas, l'Inquisition ou j'en sais rien, il est bon d'avoir dans sa bibliothèque quelques petits livres sur Pie XII qui permettent à l'enfant de se faire une opinion par lui-même avec quelque chose, parce que on leur donne une opinion pré-mâchée et on leur dit, voilà, et c'est ce qu'il faut croire. Donc, malheureusement, aujourd'hui, je reviens à l'essentiel de la question. Moi, quand j'étais enfant, le but d'un professeur qui se voulait professeur, c'était d'apprendre à l'enfant à penser. Et aujourd'hui, on essaye d'apprendre à l'enfant ce qu'il doit penser. C'est pas du tout la même chose. Il faut apprendre à penser par soi-même et savoir ce qu'il faut dire pour être sûr à l'examen. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Dans un cas, effectivement, on apprend justement à réfléchir. Donc, on donne les outils, en fait, qui sont nécessaires à cette réflexion. Voilà. Et aujourd'hui, on tend beaucoup plus à dire juste construis-moi ce machin et voilà. Et explique-moi pourquoi l'esclavagisme par les blancs c'est mal. Bon, c'est un sujet intéressant, mais en fait, les seuls qui ont supprimé l'esclavagisme dans l'histoire, c'est les blancs. Donc, il y a eu des blancs salauds, mais il y a eu Wilberforce, il y a eu des gens comme ça qui ont supprimé l'esclavage. Donc, si on vous dit, explique-moi pourquoi l'esclavagisme par les blancs c'est mauvais, ça sous-entend qu'il n'y a pas eu d'esclavagisme ailleurs. Oui, il y a un peu de ça, oui. Donc, je vois tout ça. C'est effectivement tronqué. Et c'est sûr aussi et en plus, ça donne l'impression aux gens qu'ils savent quelque chose, parce qu'ils ont fait un dossier sur l'esclavagisme blanc, donc ils viennent des spécialistes de l'esclavage, mais en fait, ils n'en savent rien. Et en plus de ça, alors c'est de plus en plus compliqué, parce que forcément, comme l'éducation nationale est de plus en plus mauvaise, le problème, c'est que les nouveaux parents, même si parfois ils sont pas d'accord justement avec ce qui peut se faire, peut-être que eux aussi vont peut-être manquer de culture pour essayer justement de rétablir la vérité. Et par exemple, il y a peut-être pas mal de gens sur le territoire français qui savent pas qu'il y a eu le pacte germano-soviétique et qui pourraient ne pas être en capacité d'apprendre à leurs enfants que ce qu'on leur a appris à l'école, c'était n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut que quelqu'un suive les programmes avec les parents. C'est ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le rôle du parent est d'être beaucoup plus proactif que jamais. Et d'être un démineur. D'être un démineur, de regarder. Alors, je pense qu'il faut être intelligent, il faut avoir un double discours avec son enfant, c'est-à-dire qu'il faut lui dire, il faut être capable non seulement de lui rétablir la vérité, mais il faut être aussi capable de lui dire, oui, mais dis quand même ça à la maîtresse pour avoir un 16. Oui, ça c'est le côté schizophrène. C'est sûr, ça sert pas à grand chose non plus de bazarder l'éducation de son gamin juste parce qu'il y a un prof qui nous plaît pas. Voilà.
voilà, il faut savoir dire, bon, tu vas lui dire ça à la maîtresse, mais sache que la vérité, c'est pas ça, quoi. Voilà. Ouais, c'est difficile, ça. C'est un peu difficile, et du coup, faut être plus proactif que jamais. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal d'établissements qui sont encore très corrects. Je pense que il faut regarder deux choses. Déjà, la qualité de l'enseignement. Donc ça se remarque notamment avec les résultats du bac. Et puis, je pense qu'il y a aussi tout simplement les fréquentations, parce que ça aussi, forcément, à l'école, bah, on nivelle vers le bas. Donc forcément, aussi, faut que vos enfants ils soient quand même épanouis à l'école. Voilà, donc il faut que ce soit comme un environnement sympa. Moi, à titre personnel, j'ai été éduqué dans un lycée, à partir du collège, à partir de la 6e. Avant, j'étais dans le public, mais à partir de la 6e, j'étais dans un collège-lycée privé sous contrat. Ça s'est très bien passé. J'ai eu une qualité d'enseignement vraiment très bonne, des fréquentations vraiment très bonnes. Donc franchement, en tout cas pour ma génération, c'était possible. Et je pense que ce collège-lycée est encore très bien. Donc a priori, c'est encore possible. Maintenant, ça dépend aussi où vous êtes. Ça dépend aussi de vos moyens. Si vous avez les moyens, peut-être mieux encore les mettre dans un établissement purement privé et pas sous contrat. Donc voilà, ça l'embêtant, c'est que vous le mettez dans un truc, vous risquez de trouver sur une série de bêtes à bon Dieu qui vont vous faire un lavage de cerveau dans l'autre sens. Oui, peut-être. Donc c'est pas facile. Et vous voulez envoyer vos enfants là où ils auront. Donc moi, ce qui m'embête avec les autres, c'est que je les regarde un peu avec suspicion, en me disant oui, mais il y a des méchants à droite aussi. Hein. Oui, non, c'est vrai, tout à fait. Ça me gêne beaucoup, moi. Bien sûr, ça nous gêne peut-être d'autant plus quand ça vient de chez nous, parce qu'on se dit, mais vous êtes débiles, quoi. Non, mais là, j'aime bien les bêtes à bon Dieu, mais justement, je sais pas. Ouais. Compliqué la vie. Bien sûr, c'est compliqué. Donc oui, moi je pense que c'est encore possible en France d'avoir une bonne éducation pour ses enfants. De plus en plus difficile quand même. De toute façon, je pense que le public, ça me paraît vraiment difficile. Ouais. Donc privé sous contrat, je pense que ça me paraît plutôt un bon compromis. Mais tous les privés sous contrat ne se valent pas. Non, mais ce que vous pouvez faire, c'est devenir ministre de l'Éducation nationale et mettre vos enfants à l'école alsacienne. Comme ça, vous n'avez pas de problème. Ça, c'est sûr, oui, ça devrait. Donc, le plus simple, c'est que vous êtes ministre de l'Éducation nationale et que vous mettiez des enfants dans le secteur privé. Oui. Voilà. Parce que comme ça, vous pourrez rendre les autres enfants idiots et les vôtres seront bien élevés. Exactement. Ce qui leur rendra des avantages considérables dans la vie. Mais mettez vos enfants là où les ministres mettent les leurs et puis normalement, ça devrait bien se passer, quoi. Je pense que là, on peut pas se tromper normalement. On peut pas se tromper. Bon, je voulais parler d'autres trucs, mais je pense qu'on va en parler la semaine prochaine. Oui, parce que là, on a quand même dépassé l'heure de jeu, hein, comme on dit. On va parler un petit peu des rapports de France Stratégie. Je pense que certains auditeurs en ont déjà entendu parler. Donc voilà, on en parlera la semaine prochaine, de climat, de tout ça. Sur ce, je remercie chaque auditeur pour son attention particulière. Je rappelle à tout le monde que nous sommes présents sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à Causeur Conflit. À Causeur Conflit et même Transition Énergie. Transition Énergie, c'est très bien parce qu'il y en a marre. C'est pas qu'on demande de la charité, c'est qu'on demande d'être traité convenablement. Ouais. Comme les autres. Oui, exactement. On demande absolument pas les subventions, on demande juste à pouvoir faire notre travail tranquillement, quoi. On soit pas martyrisé pour d'autres raisons. Exactement. Donc merci beaucoup. Je rappelle que nous sommes aussi, ces podcasts sont présents aussi sur Deezer et sur Spotify, voilà, en format audio. Donc pour ceux qui veulent faire la cuisine ou le ménage ou je ne sais quoi d'autre en nous écoutant. Sur ce, je vous remercie encore une fois, une troisième fois, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion. Merci beaucoup. Et merci encore.